Bonjour à tous. On vous propose de commencer cette session qui va nous occuper la prochaine heure. Merci beaucoup pour votre intérêt et d'avance pour vos questions et pour les échanges qu'on va pouvoir avoir ensemble aujourd'hui. On a de la chance parce qu'on est un petit groupe, donc ça va nous permettre d'avoir d'autant plus d'échanges, on espère. Donc, je suis Lorraine Danglejean, je suis chef de projet chez ID Insight basé à Dakar, dans notre bureau régional Afrique de l'Ouest. Et je suis aujourd'hui avec ma collègue Mousli, qui peut aussi nous dire deux mots. Bonjour tout le monde, je suis Mousli et je suis aussi basée à Dakar et je viens de Dakar aussi. Donc l'idée de notre présentation aujourd'hui, c'est de discuter un peu au-delà des études d'impact, des essais randomisés contrôlés dont on entend beaucoup parler, qui sont devenus un peu ce que tout programme de développement doit avoir. Et on se rend compte, nous, chez ID Insight, qu'il y a plein d'autres outils qui existent, qui ne sont pas forcément très valorisés et qui sont moins lourds, moins coûteux, moins longs et qui permettent d'apporter déjà beaucoup de réponses sur l'analyse d'un programme et comment est-ce qu'il fonctionne bien et comment ça fonctionne. Donc, c'est un peu ça qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. L'idée, c'est que notre présentation est conçue en trois points. Le premier, c'est le principe des 3 P pour choisir votre bon outil analytique. Ensuite, c'est du coup vous présenter les différents outils à quel stade de votre projet et de votre chemin de conception de votre projet, à quel moment vous devez utiliser quel outil ou quel moment on recommande et quel outil aura le plus de sens pour vous. Et puis, garder un peu de temps pour la discussion et vos questions. Donc, sur le principe des 3 P, je laisse la parole à Mousli. Merci beaucoup, Lorraine. À ID Insight, nous utilisons le principe des 3 P pour prendre des décisions informées. Et ces décisions vraiment doivent se baser sur des données probantes qu'on a obtenues après un processus rigoureux. Et ces données vont vraiment aider à éclairer le processus de décision interne qui se prend selon le projet et l'impact que les décideurs veulent obtenir. Et utiliser les données probantes est aussi important pour valider le modèle avant d'investir du temps et des ressources. Il est vraiment nécessaire de choisir l'outil exact pour le type de projet que le groupe veut entreprendre, et utiliser des données probantes peut aussi aider à montrer la valeur ajoutée aux bailleurs, que ce soit les différents types de stakeholders du groupe. Next slide, Laura. Okay. Quels sont les 3 P? Le premier principe des 3 P est la pertinence, et le deuxième potentiel et le troisième priorité. Plus clairement, la pertinence aide à déterminer si l'outil choisi est adapté aux besoins du programme qui se poursuit. Par exemple, pour une grande organisation qui travaille avec plusieurs collaborateurs sur le continent africain, on peut proposer un système de suivi, d'évaluation qui permettra de juger la progression réalisée en direction des objectifs et des résultats que le groupe veut obtenir. Donc, il faut déterminer la pertinence de l'outil choisi. Le deuxième principe, qui est le potentiel, va permettre aux décideurs de déterminer les avantages de l'utilisation de cet outil. Un autre exemple qu'on peut donner est qu'un essai contrôlé randomisé a le potentiel d'aider un agribusiness nigérien à lever des fonds pour étendre leur programme à grande échelle. Donc, ça dépend vraiment du but que l'organisation veut achever.
Enfin, le troisième P, qui est le prix à payer, est important afin d'évaluer si l'investissement en vaut le coup quand même. De même que les contraintes qui se posent lorsqu'on utilise un certain outil versus un autre. Donc, ça dépend vraiment de où se trouve le budget de l'organisation et quelles sont les contraintes et les permissions que l'organisation a afin de choisir un outil contre un autre. En Zambie, par exemple, on a recommandé une évaluation pré-post contre une étude randomisée qui est beaucoup plus coûteuse pour une organisation qui était intéressée par son impact pour des décisions internes. Il est donc vraiment important de penser à la pertinence de l'outil que vous choisissez, l'avantage que cet outil apporte au projet et l'investissement que l'outil représente avant de choisir un certain outil. Et je pense que Lorraine va parler de comment utiliser l'outil choisi et aussi donner un peu de détails sur ces outils-là. Exactement. Donc, ensuite, quand on a bien ces 3 P en tête, la pertinence, le potentiel et le prix à payer, et ben on passe au choix de l'outil et qu'est-ce qui existe et comment les étudier à la lumière de ces 3 principes. Déjà, avant même toute chose, avant même de penser à vos outils analytiques, le premier outil que vous allez devoir considérer, et ça, c'est il y en aura besoin de toute façon, c'est vraiment le fondement de la compréhension du programme, c'est la théorie du changement. Donc, une théorie du changement, c'est la description du comment et du pourquoi d'un programme peut fonctionner. Elle décrira chaque étape nécessaire au succès du programme pour réaliser son objectif et aussi éviter les résultats indésirables potentiellement, en mettant en lumière les hypothèses et puis les risques qui peuvent exister pour passer d'une étape à l'autre. Concrètement, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Des intrants, donc vos ressources financières, et vos ressources humaines et toutes les ressources qui vont entrer dans le programme, les activités concrètes du programme, les produits directs immédiats extrants qui vont être réalisés à travers le programme, les résultats intermédiaires et enfin les résultats à terme d'impact. Et il y a des superbes animations un peu qui s'amusent. Mais donc voilà, techniquement, ressources financières, humaines, matérielles. Quand vous avez déjà ça en tête, ensuite vous pensez à ce que font le programme et les participants au programme. Quelles hypothèses, quelles conditions doivent être respectées pour que de votre programme et des activités que les participants, des interactions que les participants ont avec votre programme vont permettre d'arriver à des résultats directs. Ensuite, des changements probables ou réalisés à moyen terme, et puis les changements à long terme du résultat. Donc ça, c'est vraiment ce qui va vous servir de toute manière et sur lesquels les autres outils analytiques vont pouvoir s'imbriquer. Les autres outils analytiques, le choix de cela va dépendre de l'avancement du programme. Donc, si vous êtes au niveau du diagnostic ou de la conception de votre programme, ou si votre programme est déjà conçu, a déjà été pensé, mais que vous voulez l'affiner, ou enfin que vous voulez le passer à l'échelle, vous allez vous poser des questions différentes et donc utiliser des outils différents. Typiquement, au moment du diagnostic, est-ce que mon programme est approprié au contexte? Si déjà, je n'ai pas répondu à cette question, il faut que je travaille sur mon diagnostic et donc je ne peux pas passer à l'étape d'après. Ensuite, si j'ai déjà fait mon diagnostic, le programme s'appuie-t-il sur des données probantes? Est-ce que j'ai pris de l'expérience de ce qui s'est fait ailleurs pour savoir ce qui marche et savoir si les attentes que j'ai pour mon programme sont cohérentes avec les résultats qui ont pu être observés ailleurs? Et pour ça, on pourra regarder les revues de littérature. Si j'ai déjà fait cet exercice-là, je suis probablement déjà dans un programme où j'ai fait un diagnostic et déjà conçu. Si je veux améliorer mon programme, est-ce qu'il y a des claires indications que mon programme est correctement mis en œuvre, plus au moment de la mise en œuvre?
Et là, il y aura tout un tas d'outils liés à l'évaluation de la performance de mon programme. Et puis enfin, avant de passer à l'échelle, est-ce que mon programme fonctionne et quel est son impact? Et donc là, on pourra penser aux évaluations d'impact. Si on commence à regarder les outils de diagnostic et de conception, typiquement sur le diagnostic, on va regarder en particulier les mesures de préférence et puis la revue de littérature, encore une fois. Sur la revue de littérature, concrètement, c'est une revue critique de ressources qui existe dans d'autres programmes et aussi de regarder le contexte local pour comprendre quel est le savoir existant sur le problème que vous essayez de résoudre et du coup, quelles ont été les solutions qui ont été apportées et comment elles dialoguent avec les solutions qui ont déjà été apportées ailleurs et les résultats qui ont été réalisés ailleurs. Typiquement, récemment, nous, on a travaillé sur une revue extensive de tous les programmes de santé menstruelle qui ont pu être développés et étudiés pour identifier les résultats qui étaient atteignables pour un consortium qui veut développer un programme sur la santé menstruelle au Sénégal. Donc, l'idée, c'est d'utiliser toutes les informations et les données probantes qui existent sur le sujet. Il n'y en a pas forcément beaucoup, mais c'est important de bien les étudier pour savoir comment on va pouvoir maximiser l'impact d'un nouveau programme et puis potentiellement aussi repenser la manière de concevoir le programme. Sur la question des mesures de préférence, ça peut être typiquement des collectes de données quantitatives et qualitatives pour mesurer des préférences, des besoins ou des comportements de bénéficiaires. Et on peut par exemple penser à sur le projet dont aussi vous parlez au début, en Zambie, on a conduit des enchères pour pouvoir révéler la disposition à payer des kits antidiarrhéiques vendus par une entreprise à but social. Donc, l'idée, c'était de faire une enquête qualitative auprès de potentiels bénéficiaires en voyant, avec un système d'enchères, quel était le prix qu'ils étaient prêts à payer pour avoir ces kits et donc informer le programme de cette entreprise à but social en essayant de l'aider à positionner son produit pour qu'il ait le plus d'impact possible. Si on regarde à la lumière des 3P. Oui. Pour appliquer les 3P aux deux concepts que Lauren vient d'expliquer, disons la revue de la littérature et les mesures de préférence, on voit que la revue de la littérature, à ce stade du projet, le programme est encore malléable et il y a toujours la possibilité de changer de direction du projet, de même que du design, comme potentiel. Donc, en termes de pertinence et de potentiel, le stade de la revue de la littérature est toujours flexible quand même pour les décideurs de voir dans quelle direction ils veulent aller vers le projet. Et pour le prix à payer, la revue de littérature est plutôt rapide et il n'y a pas de contraintes opérationnelles et ça ne prend pas souvent beaucoup de temps, entre une semaine et un mois, et ne coûte aussi relativement pas très cher. Et je pense qu'il y a quelqu'un avec un microphone. Okay. Passons pour la mesure des préférences. Comme Lorraine a expliqué, à ce moment-là, on peut faire une collecte de données qualitatives ou quantitatives et les besoins de bénéficiaires ne sont pas encore connus. Donc, quand on parle de pertinence, on parle de est-ce que cet outil est adapté au projet et au programme dont on veut parler. Et il faut comprendre qu'avec les mesures de préférence, les besoins des bénéficiaires ne sont pas encore connus et il y a quand même un manque de demande qui fait obstacle à la mise en œuvre du projet. Donc, comme potentiel, il y a la possibilité d'affiner le design et d'étendre le scope les limites du projet. Et il y a aussi la possibilité d'approfondir l'impact et la portée du programme à cette étape-là, considérant la flexibilité du projet à ce moment. Et
Pour le prix à payer comme dernier paie, les mesures de préférence quand même requièrent une enquête auprès des ménages et souvent il faut proposer des échantillons si c'est un produit qu'on propose potentiellement limité et ça prend peut-être 1 ou 3 mois et aussi relativement pas très coûteux comparé à à une évaluation de grande échelle. Ensuite, quand on a travaillé bien sur le diagnostic et d'avoir les bonnes fondations pour la conception du projet, si on veut regarder au niveau du perfectionnement, comment améliorer son projet, on a 2 outils en particulier qui peuvent être très utiles. Le premier, c'est l'évaluation de processus et le deuxième, c'est le système de suivi. En ce qui concerne l'évaluation de processus, l'idée, c'est d'utiliser des méthodes mixtes, donc qualitatives et quantitatives, afin de vérifier si le programme a été mis en œuvre comme prévu. Donc, les informations qui sont générées visent à améliorer la mise en œuvre du programme et donc sa performance, avec l'idée que donc on va faire une collecte et une analyse de données auprès des bénéficiaires pour voir leur interaction avec le programme et leur expérience du programme, bien comprendre si dans la théorie du changement, vous avez imaginé imaginons que vous êtes une ONG en Inde et que vous faites une formation d'enseignants, et ben, avant même de conduire une évaluation plus poussée sur les impacts, ce qu'il faut d'abord que vous puissiez vérifier, c'est si le processus a bien fonctionné. Donc, si déjà la formation des enseignants a bien fonctionné, s'il y avait un certain nombre de gens, les participants étaient là, comment le programme lui-même a été délivré, parce que avant même de savoir si ça va avoir un impact, si déjà vous voyez qu'en fait, il y a un total santéisme énorme, que les messages qui sont délivrés ne sont pas clairs, c'est pas la peine de continuer à investir plus d'argent, à faire autre chose. Déjà, il faut améliorer la mise en œuvre du programme. Ensuite, l'autre outil qui peut être très utile quand on regarde la performance d'un programme, c'est d'avoir un bon système de suivi. Donc, c'est un système de collecte, de stockage, éventuellement de visualisation des données qui permet de fournir automatiquement, de manière régulière et utilisable, des informations sur ce qui se passe aux décideurs. Typiquement, ça sera l'élaboration d'un système de suivi pour un réseau d'écoles au Ghana afin d'observer en temps réel, quasi, les performances des élèves et déplacer les personnels si nécessaire. Revenons au parquet pour ces 2 outils que Lorraine vient de présenter. Pour l'évaluation du processus en particulier, si on veut comprendre si c'est adapté ou pas au projet dont on parle, il faut comprendre que l'exécution du projet et la réaction des bénéficiaires du programme sont encore inconnus. Donc, avec un outil comme cela, on ne peut pas savoir comment ceux qui vont bénéficier au projet vont réagir aux nouveaux changements qu'on va mettre en place. Donc, en termes de potentiel aussi, on peut dire que la restructuration, une évaluation du processus permet une restructuration plus performante de la mise en œuvre. Il y a beaucoup de potentiel pour cela. Et c'est un processus quand même à moyen rapide et ça prend 2 à 6 mois et coûte aussi pas trop cher comparé à une évaluation de grande échelle. Quant au système de suivi, on peut dire que en termes de pertinence aussi, les décideurs ne sont pas en mesure d'accéder et d'utiliser les données au bon moment. Donc, en termes de potentiel, il y a la possibilité de tester et d'évaluer les nouvelles stratégies qu'on met en place et aussi de pouvoir diagnostiquer les problèmes et les solutions spécifiques plus rapidement et de manière plus efficace.
comparé à une évaluation de grande échelle. Et ce type de système requiert quand même un investissement initial assez coûteux, mais les frais d'analyse de données et de nettoyage aussi sont à tenir en compte. Et ça prend quand même 2 à 3 mois. Et, voilà. Et enfin, dans la dernière étape de notre projet, le passage à l'échelle, on a 2 types d'évaluation d'impact possibles. En particulier, en tout cas, il y en a 2 qu'on voulait vous présenter aujourd'hui. Il y a les pré-post, ou avant-après, et puis les essais contrôlés randomisés que vous connaissez sûrement déjà. Ce sur quoi on a un peu insisté aussi sur notre diagramme, c'est que il y a une feedback loop, donc il y a une espèce de boucle de réflexion qui fait que chaque étape d'analyse va informer les étapes d'avant et d'après. Et donc, quand on va faire cette évaluation d'impact, non seulement ça va pouvoir nous donner une idée du passage, enfin du potentiel de notre projet pour passer à l'échelle, mais aussi ça va réinformer l'évaluation de la performance, etc., etc. En termes d'outils d'évaluation d'impact, je vous disais, on voulait vous présenter 2 outils en particulier parce qu'ils n'ont pas tout à fait les mêmes contraintes. Et donc, ça me semble important de ne pas juste parler d'évaluation d'impact, essais randomisés contrôlés ou expérience quasi expérimentale, mais aussi de pouvoir vous parler du pré-post. C'est donc une mesure de l'impact en comparant les résultats obtenus auprès des bénéficiaires après la mise en œuvre, en les comparant, après la mise en œuvre du programme, en les comparant aux résultats existants avant. Et typiquement, nous, on a travaillé sur la mesure des connaissances pratiques de conservation de céréales pour les agriculteurs en Zambie, qui avaient reçu une formation avec l'idée qu'on pouvait regarder ces connaissances avant la formation et puis plusieurs mois après la formation, en ayant aussi en tête qu'on pouvait étudier comme ça la rétention des connaissances, pendant combien de temps la formation pouvait avoir de l'effet sur les connaissances des agriculteurs. L'autre niveau d'évaluation d'impact, c'est le fameux essai contrôlé randomisé, Randomized Control Trial, qui est donc un peu la règle d'or de l'étude d'impact, qui, pour le coup, va intégrer un autre groupe qui sera un groupe de contrôle pour comparer, pour identifier l'impact du programme. Donc, l'idée, c'est de comparer les résultats obtenus dans le groupe qui reçoit le programme à un groupe de contrôle, qu'on appelle aussi contrefactuel, et avec, en grand principe de base, une allocation du programme faite de manière aléatoire entre les 2 groupes pour ne pas avoir de biais de sélection. On s'assure que les 2 groupes ont été sélectionnés de manière aléatoire et sont statistiquement comparables. Et on va, au moment de la référence, avant le programme, et on va les comparer à nouveau après le programme. Et de cette manière, on saura que la différence entre les 2 groupes après programme sera vraiment liée à l'impact de nos programmes, sachant qu'initialement, ils étaient comparables. Et typiquement, on travaille régulièrement sur ce genre de sujet. On a travaillé sur l'évaluation d'un programme de distribution d'intrants sur les récoltes des agriculteurs en Inde. Ce qui est intéressant dans ce genre de cas, c'est que vous pouvez aussi tester votre programme. Et là, en l'occurrence, on avait 3 versions différentes avec différents coûts alloués à l'intrant. Et donc, alloués à chacun des groupes. Donc, on avait 3 groupes avec des coûts différents sur l'intrant. Un 4e groupe de contrôle. On a comparé avant et après programme ces 4 groupes. Et les 3 versions ont démontré un impact positif par rapport au contrôle et relativement similaire entre elles. Et ça a permis, du coup, à notre
notre programme manager de pouvoir choisir la version la moins coûteuse pour pouvoir la répliquer. Donc, ça permet aussi d'ajuster typiquement la conception du programme et pas uniquement d'analyser l'impact. Encore, on retourne aux 3P. Et pour un pré-poste, pour savoir si cet outil est adapté ou pas au programme qu'on veut mettre en place, il faut savoir il faut que les décideurs aient le désir de connaître l'impact pour les décisions internes et ces décisions ont des enjeux modérés. Donc, c'est vraiment un type de projet spécifique et il y a beaucoup de potentiel d'informer les décisions avec un budget plutôt limité. Vu que les contraintes sont modérées, le budget est assez moyen, doit être assez moyen. Et ce genre de programme, ce genre d'outil ne convient pas aux grands investissements, considérant les résultats qu'on peut obtenir en utilisant un pré-poste. Quant à laisser contrôler randomiser, comme Lorraine a expliqué, cette mise en œuvre est très rigoureuse et demande beaucoup de connaissances analytiques venant de beaucoup de côtés. Et il y a de grandes possibilités d'impact avec aussi. Donc, un essai contrôlé, randomisé, vraiment permet de développer la réputation d'un programme à grande échelle. Et souvent, avec ce genre de programme, il y a l'opportunité de débloquer des fonds importants considérant la durée de ce genre de projet. D'habitude, elles prennent elles durent entre 1 et 3 ans et le coût est très élevé quand même, considérant le nombre de staff à considérer. Voilà, donc c'est à peu près ce qu'on avait envie de vous présenter aujourd'hui pour qu'on réfléchisse ensemble à ce qui peut être fait au-delà des études d'impact expérimentales, quasi expérimentales. Ce qu'on voulait aussi, ça fait partie d'un travail qu'on fait actuellement chez ID Insight, de développer aussi un guide de mesure de l'impact. Et typiquement, on voulait vous montrer ces premiers résultats qu'on a identifiés. L'idée de ce qu'on est en train de développer, c'est d'identifier les questions les plus importantes pour un programme et de trouver les bonnes méthodes pour y répondre. Grosso modo, ce qu'on vous a présenté là, mais de manière interactive et avec des outils pour vous aider à construire une théorie du changement, pour vous aider à identifier la littérature, etc. Ce qu'on trouve intéressant, c'est que typiquement, quand on regarde les besoins, quand on analyse justement avec ces 3P et les niveaux d'avancement des gens qui ont commencé à essayer d'utiliser le guide de mesure des impacts, l'évaluation d'impact randomisée ou quasi randomisée, quasi expérimentale, c'est l'outil qui revient de manière le plus importante comme étant ce qui serait recommandé pour un programme. Mais il y a également l'évaluation de processus qui arrive de manière assez forte, la question du suivi et aussi les analyses de coûts-bénéfices qui sont des choses qui arrivent de manière essentielle et qui parfois manquent dans les programmes. Les revues de littérature, l'évaluation de besoins, les théories du changement, l'identification des préférences et également aussi des besoins en termes de machine learning. Je sais pas si on peut traduire en français. Donc voilà, donc, on voulait vous partager ces premiers éléments aussi et puis répondre à vos questions. On a 25 minutes devant nous pour échanger, voir comment ça fonctionne dans vos organisations et voir si on peut déjà vous répondre aussi sur un certain nombre de questions que vous vous posez. Et je pense que vous pouvez juste activer votre micro si vous voulez poser des questions directement.